Je suis ravie de vous accueillir à ce nouveau point presse et nous commencerons comme d'habitude avec un point sur les actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine aux célébrations du 80e anniversaire de la Libération et de la Victoire. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de corps d'armée Michel Deslions, directeur général de la mission Libération, qui nous expliquera comment la mission perpétue depuis bientôt 2 ans la mémoire de la Libération. Nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises, avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Et enfin, en complément du point sur les opérations militaires, nous accueillons aujourd'hui le contre-amiral Jacques Mallard, commandant de la force aéromaritime française de réaction rapide. Il nous présentera son retour d'expérience du déploiement du GAN lors de la mission Clémenceau 25. Donc je commence avec les actualités avec 2 événements de l'armée de terre dédiés à l'innovation technologique. Le premier, c'est le 21 mai prochain. L'école des troupes aéroportées organise à Pau la 2e édition de sa journée dédiée à l'innovation en matière capacitaire. Au programme, démonstration dynamique de parachutistes et de drones, mais aussi conférences et échanges autour de l'innovation. Et à cette occasion, plusieurs projets innovants seront présentés, des futurs équipements et matériels des troupes aéroportées qui visent à s'adapter à toutes les nouvelles menaces. Cette journée rassemblera ainsi les porteurs de projets innovants et l'ensemble de la communauté parachutiste interarmée pour échanger, croiser les expertises et partager les problématiques actuelles afin de faire émerger pour les troupes aéroportées les solutions de demain. Un accueil média est prévu. Si vous êtes intéressés, je vous encourage à vous rapprocher du CIRPATER. Du 14 au 15 mai se tiendra la 7e édition des Vauban Sessions à Lille, portée par le Corps de réaction rapide France. Cette initiative réunit de hauts représentants militaires de l'Alliance et de pays partenaires. Cette séquence leur permettra d'échanger sur les bonnes pratiques et les enseignements à tirer de la transformation numérique des forces armées. Le thème retenu pour cette édition 2025 est Triptyque de la victoire, mieux penser, agir vite et frapper fort. Chaque session débutera par l'intervention d'un haut responsable qui apportera un éclairage sur la réalité des conflits actuels afin de nourrir la réflexion collective. Cet événement est ouvert à la presse et vous pouvez vous inscrire directement sur le site Vauban Sessions. Je poursuis avec la préparation opérationnelle des forces. Du 12 mai au 15 juin prochain, la Marine conduira avec l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et aux côtés d'une dizaine de pays partenaires, l'exercice Polaris 25 en Atlantique et dans la Manche. Exercice de grande ampleur, Polaris a pour but la préparation opérationnelle de haute intensité. Il répond à l'exigence de renforcement de la capacité immédiate à combattre de la Marine nationale. L'édition 2025 confrontera les 3000 militaires français et étrangers engagés à des entraînements d'une rare densité. Les unités seront réparties en 2 forces, partenaires ou ennemis d'un territoire allié de la France. Cet exercice se caractérise par l'initiative laissée aux états-majors et aux unités afin de leur permettre de développer leur sens tactique et leur audace. Un coup au but porté à l'ennemi ou reçu redimensionne la suite des événements, sanctionnant immédiatement les décisions prises par les participants. Cette règle d'exercice impose en outre une importante manœuvre de soutien opérationnel au combat, en logistique et en réparation. Polaris 25 couvrira de nombreux domaines tels que la défense portuaire, l'action spéciale navale vers la terre, le combat naval ou la projection de forces par manœuvre amphibie. Il intégrera les menaces hybrides comme le cyber et imposera de protéger la navigation commerciale. En intensifiant leur préparation opérationnelle à la haute intensité, les armées françaises et leurs partenaires entendent conserver leur supériorité dans l'ensemble des champs de conflictualité. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de visionner une courte vidéo.
si vous souhaitez suivre cet exercice, je vous encourage à vous rapprocher du Sherpa Marine. Je continue avec un autre exercice, cette fois du côté de l'armée de l'air et de l'espace. Du 12 au 24 mai, l'armée de l'air et de l'espace participera pour la première fois à l'exercice de la Royal Air Force Auxilium Fort 25. Au cours de cet exercice qui se déroulera sur 3 sites de la Royal Air Force au Royaume-Uni, les forces françaises et britanniques s'entraîneront au déploiement d'une base aérienne projetée permettant le soutien aux opérations aériennes dans un environnement contesté. Cet exercice rejoint la dynamique du concept French ACE, c'est-à-dire un déploiement d'aéronefs à faible empreinte logistique et humaine, garantissant la liberté d'action de l'armée de l'air et de l'espace et maintenant sa résilience au plus haut niveau. Cet exercice s'inscrit dans la continuité du partenariat historique entre l'armée de l'air et de l'espace et la Royal Air Force, dont la coopération est encore plus étroite depuis les accords de Lancaster House signés en 2010. Il renforcera les liens entre nos deux nations et le haut niveau d'interopérabilité des échelons logistiques et infrastructures des deux armées. Toujours en lien avec la préparation opérationnelle, je reviens sur une expérimentation réalisée par la Marine nationale le 23 avril dernier. Au large de Toulon, plusieurs drones aériens mis en œuvre depuis un porte-hélicoptère amphibie ont détonné contre des cibles simulant des drones hostiles. Cette expérimentation vise à confirmer la capacité de la marine à mettre en œuvre des munitions téléopérées dans le cadre du renforcement des capacités d'autodéfense de ces bâtiments. Ces actions permettent d'expérimenter des systèmes éprouvés avant de les déployer en opération dans des délais très courts. Pour conserver l'ascendant au combat, la Marine nationale ne se contente donc pas de s'entraîner à lutter contre les drones, elle accélère également leur pleine intégration dans le panel de ses capacités de combat. Je vous propose à présent de visionner une courte vidéo sur ces tirs. Décollage LTO pour interception. Vers décollage. Engagez la cible. Reçu. Abordons maintenant une actualité du service d'infrastructure de la défense, SID, en faveur de la modernisation de la flotte aérienne tactique française. Le 30 avril, la première pierre d'un nouveau hangar de maintenance de 20 000 m² a été posée sur la base aérienne 123 à Orléans. Faisant partie d'un ensemble plus large d'infrastructures déjà livrées par le SID, ce hangar de maintenance pourra accueillir 2 avions A400M et plus de 200 personnes, et jusqu'à 220 personnes précisément. Assurant la disponibilité et la rapidité de la flotte d'A400M aujourd'hui grandissante, il facilitera le maintien du haut niveau de performance opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace. La construction de ce hangar de maintenance devrait s'achever à la fin du semestre 2027 et en confiant 76% des travaux dont le montant s'élève à 61 millions d'euros à des entreprises locales, le SID soutient l'économie locale et favorise la pérennité des emplois du secteur aéronautique dans la région. Côté mémoire maintenant, en cette semaine de commémoration, je vous annonce la diffusion dès ce soir de 2 documentaires portant sur la Seconde Guerre mondiale ayant reçu le soutien financier du ministère. Vous pourrez donc visionner un documentaire intitulé 1939-1945 et le monde bascule. Il sera diffusé à 21h10 sur France 2. Divisée en 4 épisodes, cette œuvre raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle offre une immersion visuelle inédite dans le plus grand conflit du XXe siècle. Et vous pourrez également regarder dès 21h un documentaire sur la conférence de Yalta sur la chaîne Arte. S'appuyant sur les souvenirs de diplomates de l'époque, ce documentaire explore l'histoire de cette alliance surprenante qui dessinera l'ordre mondial d'après-guerre. J'en profite également pour vous informer que les 4 épisodes du documentaire portant sur les femmes de la résistance française, qui a également reçu le soutien du ministère, qui a été diffusé le 13 avril sur France 2, est disponible maintenant en replay. Toujours en lien avec cette semaine du 8 mai, pour conclure ces actualités, rendons-nous du côté de la patrouille de France. Fin mars, un accident aérien avait mené à l'éjection de 2 pilotes de la patrouille de France. Vous avez tous suivi cet événement. Et afin de leur permettre de terminer sereinement leur convalescence, la patrouille s'est réorganisée. Elle a fait appel
en plus de son pilote remplaçant en titre, d'un ancien équipier chevronné. Et ainsi, le 8 mai, pour son premier vol de représentation, la patrouille de France ouvrira la cérémonie de commémoration des 80 ans de la victoire. Fidèle à son format emblématique, à 8 Alpha Jet, elle effectuera un passage en formation diamant dans l'axe Arc de Triomphe Champs-Élysées. Résilient, les aviateurs de la patrouille de France seront donc au rendez-vous pour les événements de la session 2025. Symbole de l'excellence aérienne, la PAF démontre une fois de plus sa capacité à faire face. Et l'équipe reste unie et déterminée à voler avec la passion et le professionnalisme qui font la réputation de la PAF depuis plus de 70 ans. Je vous annonce d'ailleurs que la première démonstration aérienne de la saison 2025 aura lieu le 1er juin lors du meeting organisé en l'honneur du centenaire de la base d'aéronautique navale d'Hyères dans le Var. J'en ai terminé avec les actualités. À l'avant-veille de l'anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, voyons comment la mission Libération fait vivre la mémoire à travers les commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Les travaux réalisés par la mission sont essentiels pour assurer la transmission de la mémoire aux jeunes générations. Aux côtés du ministère des Armées, la mission Libération honore le sacrifice de nos aînés et perpétue les valeurs qui ont guidé leur action. Créée en 2023, la mission Libération vise à honorer ceux qui se sont levés, ceux qui ont souffert et ceux qui ont combattu pour libérer la France. Elle organise ainsi la commémoration des rendez-vous majeurs de la Libération dans toute la France. Et le cycle commémoratif de la mission Libération atteindra son point culminant le 8 mai prochain pour le 80e anniversaire de la victoire. Et je ne vous en dis pas plus et laisse la parole au général de corps d'armée Michel Delion, directeur général de la mission Libération. Général, cher Michel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Je suis très heureux d'intervenir devant vous pour la 3e fois dans ce cycle commémoratif des 80 ans de la Libération et de la victoire, qui est le thème d'aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui, comme d'habitude, accompagné par Madame Aurélia Duvigneau, qui est notre directrice de la communication au sein de la mission Libération. Pourriez-vous envoyer la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Allez-y. Voilà. Le président de la République, vous l'avez rappelé, Madame, a souhaité organiser un cycle commémoratif de 2 ans, de 2023 à 2025, avec une mission d'une 20aine de personnes. Cette mission est présidée par l'ambassadeur Philippe Etienne. Au sein de cette mission interministérielle, nous avons également un renfort d'un comité scientifique et d'orientation regroupant les meilleurs experts de la Seconde Guerre mondiale et qui nous ont permis de découvrir un certain nombre de dimensions commémoratives qui étaient jusqu'ici restées un petit peu dans l'ombre. L'objectif du président de la République était bien de nous permettre d'honorer toutes les mémoires, à la fois par une action centrale menée par la mission que je vais vous décrire, mais également par une action délocalisée, et ça c'est extrêmement important, car les 3 mots d'ordre, en quelque sorte, qui ont guidé notre action, sont tout d'abord s'adresser à la jeunesse, ensuite être au contact de tous les territoires, et enfin donner une dimension véritablement numérique à ces commémorations, alors même que 80 ans après, les derniers témoins continuent à nous transmettre, mais nous savons bien que c'est le dernier instant pour pouvoir capturer en quelque sorte leur expérience. Ces commémorations, vous l'avez rappelé, ont balayé le cycle 23-25 en commençant, et c'est extrêmement important, par le ralliement des Outre-mer, puis la libération de la Corse en septembre-octobre 2023, 80 ans de 1943, mais également des grandes commémorations qui ont été organisées par la mission Libération. Vous avez à l'écran, sur la ligne du haut, en images, les livrets commémoratifs que nous avons réalisés à l'occasion. En haut à gauche, le premier des livrets présentait le débarquement de Normandie le 6 juin,
je vois, avec le thème du scénario Polaris, que finalement pas grand-chose n'a changé sur les côtes atlantiques. Le deuxième des livrets traitait du débarquement de Provence, et le troisième, je vous ai fait figurer à l'écran celui de la libération de Strasbourg, qui a en quelque sorte conclu la campagne d'Alsace après des combats extrêmement durs. Ce qui est très important à noter, c'est que lors de ces commémorations, il y a eu à la fois une énorme présence internationale, en particulier pour les commémorations des 2 débarquements, où à chaque fois, en Normandie puis en Provence, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient soit présents, soit représentés par leurs ambassadeurs. Nous avons également eu une ferveur populaire extrêmement importante qui s'est traduite par la présence d'un public nombreux et en particulier par beaucoup de scolaires qui avaient travaillé le thème avec leurs enseignants de façon à être présents de manière active lors de ces commémorations. Dans quelques heures, les différentes interviews qui vont avoir lieu pour la journée du 8 mai vont nous permettre de développer les résultats d'un petit sondage que nous avons réalisé en fin d'année dernière et qui prouve tout l'intérêt de nos concitoyens pour ces commémorations. Je vous propose également de découvrir sur la ligne du bas des activités qui ont été menées en lien avec notre conseil scientifique et d'orientation, également tourné vers la jeunesse. Nous avons en particulier organisé avec l'UNESCO ce qui est appelé un campus XL au profit d'environ 200 jeunes qui ont pu visionner un film commenté, La plus précieuse des marchandises, un film extrêmement épouvant que nous avons pu projeter à l'occasion du 80e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz. Nous avons également à Reims, avec le concours de Sciences Po, pu organiser un colloque au profit également de la jeunesse, ce colloque plus tourné sur les opérations militaires. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, qui va illustrer parfaitement, après cette vision un peu internationale et centralisée, la manière dont nous avons, à la fois vis-à-vis de la jeunesse, mais également au sein des territoires, pu conduire l'action avec 2 relais absolument essentiels. Le premier de ces relais, c'est le réseau préfectoral qui a été extrêmement mobilisé. Et le second relais, c'est le réseau académique avec des rectorats et des enseignants qui ont été particulièrement mobilisés. Vous voyez sur la diapositive partie gauche, sur le site internet de la mission, que je vous encourage à aller consulter, missionlibération.fr, cette carte interactive qui décrit la totalité des événements qui ont eu lieu pour illustrer en quelque sorte la vague de la libération, à la fois depuis les plages normandes ou depuis les plages provençales jusqu'à, il y a maintenant 2 jours, la conquête du Berghof et la 2e division blindée qui a saisi le nid d'aigle d'Hitler en Bavière. Tous ces événements ont été labellisés par la mission Libération. Le total des petites pastilles que vous avez sur l'écran est d'environ 5000 projets, dont 2000 projets pédagogiques, avec un volume estimé d'environ 60 000 scolaires qui ont donc été concernés par ces travaux sur la libération. Nous avons sur notre site également créé, en lien avec la DGESCO, c'est-à-dire l'éducation nationale, un site enseignant qui donne du matériau pour les enseignants pour faire travailler leurs scolaires. Et ça sera en particulier assez important à l'occasion de la rentrée scolaire 2025, qui, il y a 80 ans, s'était déroulée dans des conditions assez particulières, alors que la paix était revenue. Je vous propose de passer à la suivante. Nous avons également, je vous parlais de cette 3e orientation sur le numérique, c'est une instruction particulière que nous avons reçue de M. Lecornu, le ministre des Armées, qui souhaitait que nous puissions mettre à profit la présence des derniers témoins vivants qui, dans les décennies précédentes, ont inlassablement
transmis aux jeunes générations pour pallier leur malheureuse disparition prochaine. Nous avons donc développé un certain nombre de produits et vous avez ici à l'écran 3 images assez intéressantes. La première, je commencerai par celle du bas, c'est l'image tout à fait traditionnelle de la transmission telle qu'elle s'est toujours réalisée. Vous avez en particulier ici le président de la République avec un vétéran américain, M. Andy Negra, et avec un vétéran français, le colonel Achille Muller. Tous 3 ont pu échanger l'an dernier sur la plage d'Omaha Beach et partager des moments assez uniques. Nous avons toutefois souhaité prolonger ce type d'échange par une version plus numérique faisant appel à l'intelligence artificielle. Vous avez en particulier en haut à gauche une exposition qui a été labellisée de concert avec la Fondation Saint-Exupéry, Le Petit Prince, écrit par le commandant poète, étant sans doute l'un des poèmes qui parle le plus à la jeunesse et qui soit véritablement relié à un officier qui est tombé pendant les reconnaissances du débarquement de Provence. Le fil de la mémoire, que vous voyez sur la droite de cette diapositive, est une expérimentation que nous avons menée avec une société française qui s'appelle Iconem et le soutien de l'entreprise Microsoft. Il s'est agi, et c'était véritablement quelque chose de précurseur, de faire travailler 3 composantes ensemble. Tout d'abord, bien évidemment, les ingénieurs de chez Iconem, spécialistes en intelligence artificielle, mais également un historien de notre conseil scientifique et d'orientation, et surtout un opérationnel avec un officier qui était détaché au sein de la mission. Et cette alliance de ces 3 savoir-faire a permis la création d'un produit assez exceptionnel qui a été projeté à 3 endroits différents. Le premier à Saint-Lô avec le thème du débarquement en Normandie. Le second à Saint-Raphaël sur le thème du débarquement de Provence. Et enfin, une exposition conclusive que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au musée de l'Armée. Toute cette présence de l'intelligence artificielle nous permet véritablement de rendre vivants des choses dont nous ne pouvons plus échanger physiquement avec les derniers survivants lorsqu'ils nous auront quittés. Et c'est très important pour les générations à venir. Pouvez-vous passer la suivante, s'il vous plaît? Pour en venir au thème du jour, le 8 mai, que commémorons-nous le 8 mai? En fait, les festivités du 8 mai sont liées à la signature de la reddition allemande, le 7 mai au soir, au poste de commandement du général Eisenhower, qui se situe dans la ville de Reims. À l'époque, l'état-major s'était installé dans un lycée qui, aujourd'hui, porte le nom du musée de la reddition. Lorsque la nouvelle est arrivée jusqu'à Paris, la liesse populaire, donc le 8, a eu lieu, ce que vous voyez sur l'image du bas. Et il y a bien évidemment une deuxième signature de la capitulation allemande d'un niveau supérieur au niveau purement opérationnel, qui s'est cette fois-ci déroulée fort tard à Berlin. Et pour la France, c'était le général Delattre de Tassigny qui était présent. Voilà donc ce que nous allons commémorer le 8 mai. Cela va être articulé autour d'une cérémonie militaire un peu atypique, car elle a été décalée dans l'après-midi, aux environs de l'horaire du ravivage traditionnel de la flamme du soldat inconnu. Pourquoi non pas le matin comme habituellement, mais l'après-midi? Pour 2 raisons. La première, pour permettre à tous ceux qui habitent dans des communes limitrophes ou en province de pouvoir commémorer eux-mêmes localement chez eux le 8 mai au matin et de pouvoir soit physiquement être présents aux Champs-Élysées et sur l'Arc de Triomphe, soit devant leur poste de télévision le 8 mai après-midi. Cette cérémonie sera suivie par une parade. Alors nous avons appelé ça parade et non pas défilé pour donner un côté un peu plus festif. Il a été rappelé tout à l'heure que cela serait introduit par la patrouille de France. Nous aurons également une centaine de véhicules d'époque, essentiellement des jeeps, avec des reconstituants. Nous aurons beaucoup de représentants du monde combattant, environ 200 avec leur drapeau. Nous aurons des enfants
qui porteront des coussins avec les médailles des entités décorées de la médaille de la résistance française. Et nous aurons également 6 musiques, dont 5 vont représenter le côté international de cette commémoration. Nous avons invité les musiques des pays suivants: États-Unis d'Amérique, Canada, Grande-Bretagne, nos grands alliés de l'époque, également le Cameroun pour représenter l'ensemble des pays africains qui a débarqué en Provence. Et dans la réconciliation franco-allemande, nous avons également associé nos alliés d'aujourd'hui, que sont les Allemands. Et ces 6 musiques avec la garde républicaine française vont jouer ensemble un morceau qui sera un hymne à la liberté et qui permettra d'animer cette petite parade sur le haut des Champs-Élysées. Et par la suite, après cette phase de parade sur le haut des Champs-Élysées, France Télévisions a organisé un concert pour la paix qui sera diffusé vers 21h15, 21h30, heure de grande écoute, avec un spectacle qui sera animé par Stéphane Bern. Voilà pour ce qui concerne les festivités du 8 mai. Je vous propose la suivante pour terminer sur ce qui nous attend encore dans le cycle commémoratif. Ce qui nous attend encore dans les semaines à venir, c'est tout d'abord un rattrapage dans la mesure où dans le massif de l'Authion, sur les hauteurs de Nice, en avril 1945, les Allemands étaient très fortement retranchés et des combats très durs ont eu lieu dans cette zone. Simplement, tant la ville de Nice que la préfecture des Alpes-Maritimes étant extrêmement mobilisées par le sommet pour les océans qui va avoir lieu début juin, n'ont pas pu organiser la commémoration. Nous allons donc la décaler un petit peu, alors même qu'historiquement, la reddition des forces allemandes a eu lieu. Ensuite, nous allons, après cette fin des combats en Europe, terminer la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Alors, évidemment, nous n'allons pas nous rendre au Japon, mais souvenez-vous que le 2 septembre, le général Leclerc avait signé sur l'USS Missouri pour la France la reddition du Japon. Depuis le 9 mars et le coup de force japonais en Indochine, nous avons eu une bascule des combats. Et ce qui est extrêmement important à noter, c'est que si pour la majorité de nos concitoyens, les combats se sont arrêtés en Europe, il y a toute une génération de soldats qui a continué à combattre en Indochine pendant plus d'une décennie. Et j'en veux pour preuve le nom d'une promotion de Saint-Cyr, capitaine de Certeau, héros de la Deuxième Guerre mondiale, tombé en Indochine en 1947. Et puis nous conclurons cette belle séquence commémorative par un colloque les 6 et 7 novembre à l'Institut de France, dont le titre extrêmement important sera « Mémoire de la Seconde Guerre mondiale ». Et là, il y a tout un travail à faire pour permettre à nos successeurs, qui dans quelques années vont organiser le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, de pouvoir travailler correctement et d'avoir tout le matériau nécessaire à leur disposition. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Pierre Julien, Aérospace du patrimoine. Reims, il n'y a pas un petit oubli quand même, parce que bon, je le vois effectivement marqué tout à fait en première ligne, mais quelles vont être les cérémonies autour de Reims? Quand même, la vraie, j'allais dire, avec tous les guillemets possibles pour les uns et les autres, la reddition, comme vous l'avez très bien précisé, mon général, c'est Reims. Staline, après, demandera effectivement que ça soit signé à Karl Orff, là près de Berlin, mais tout de même. Alors la réponse est dans la question, dans la mesure où je vous ai bien exprimé toute l'importance que la mission Libération portait à cette commémoration de Reims. Et le président de la mission Libération, Philippe Etienne, est en ce moment sur la route pour se rendre à Reims, où il va assister aux commémorations qui sont effectivement extrêmement importantes. Je peux vous poser une question? Avec plaisir. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a marqué le plus comme événement mémoriel durant ces 2 dernières années? C'est une excellente question. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la photo? Ça doit être la 2e diapo de mémoire, 2e ou 3e, où on voit les 2 vétérans avec le président de la République. Voilà, sur cette photo. Je pense que l'essentiel est bien dans cette photo et dans le contact extraordinaire avec ces vétérans. Et là, nous avons le colonel Achille Muller, que l'on voit à la droite du président de la République, qui, dans une commémoration à Saint-Marcel, juste la veille de cette photographie,
nous a prononcé une phrase absolument émouvante en parlant des chers fantômes de sa jeunesse, à jamais disparus, mais toujours présents. Vous pouvez retrouver cet extrait, évidemment, sur les podcasts sur notre site, mais ce témoignage était d'une profondeur incroyable, et c'est sans doute ça qui est l'événement le plus marquant pour avoir pu côtoyer ces hommes-là. Bon, Gérard, bonjour. Christophe Villon pour Magazine Défense Expert. Deux petites questions. La première, est-ce que vous avez aussi en tête s'il y a des vétérans qui pourront être encore parmi nous, si je puis dire, soit à Paris, soit à Reims, vétérans soit français, soit américains, qui ont vécu donc effectivement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en tant que professeur de mon côté, moi je suis un petit peu sceptique sur effectivement la partie commémoration, parce que c'est vrai que pour nos jeunes, il y a le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence, on entend malheureusement peu parler, même si il y a eu une séquence qui a été faite effectivement au mois d'août dernier, et sans compter effectivement la reddition allemande à Reims, à part le 8 mai. Bien sûr, mes chers élèves vont être contents de ne pas travailler donc jeudi, mais quand on leur demande pourquoi, il y a souvent des grosses absences. Merci. Je sais qu'il y a à la fois un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de pédagogie. Merci. Alors, pour la première question sur la présence des vétérans ou des témoins de l'époque, 80 ans après, il s'agit bien de centenaires pour la plupart. À part les plus jeunes que nous avons baptisés du terme enfants de la libération, ceux qui avaient 5, 6, 8 ans, et qui conservent un souvenir très vivace, nous aurons sans doute, ça dépend évidemment jusqu'au dernier moment de leur état de santé, une cinquantaine de personnes qui ont vécu cette période, qui seront présents à l'Arc de Triomphe. Cette cinquantaine de personnes seront accompagnées, bien évidemment, souvent par des membres de leur famille, parfois par du personnel médical pour être certain de leur bonne santé, parce que la cérémonie est quand même assez longue et il faut quand même prendre des mesures tout à fait nécessaires. Nous avons, pendant tout le cycle commémoratif, eu la chance d'avoir beaucoup de vétérans présents. Vous citiez les Américains tout à l'heure. Chaque année, les Américains sont très fidèles aux plages de Normandie. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, l'une des compagnies aériennes, Delta Airlines, a déjà commencé, entre guillemets, les 81 ans du débarquement en faisant venir des vétérans américains qui seront présents à Utah Beach le 6 juin. Pour la question sur la connaissance par les jeunes, je vous encourage à prendre connaissance dans quelques heures du sondage qui a été réalisé et vous serez sans doute surpris par la fine connaissance des événements de la Deuxième Guerre mondiale par nos concitoyens. Et si les élèves n'ont pas encore assez de connaissances de cette période, c'était tout l'objet de notre travail d'avoir semé auprès de ces classes par ces 2000 projets et ces 60 000 enfants qui ont été impactés par le programme de la Mission Libération, et nous espérons que cela va continuer. Et comme vous le disiez, il y a tout un contenu qui va être mis à disposition pour les futures commémorations, pour que la mémoire puisse être préservée justement. Merci beaucoup, cher général. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises en cours avec le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous commençons ce point sur les opérations avec l'Europe. Donc, sur le flanc oriental de l'Alliance, les armées françaises contribuent activement à la défense collective sur terre, sur mer et dans les airs. Vous avez remarqué que j'ai une voix que j'espère garder jusqu'à la fin de ce point presse. Donc, tout d'abord, le déploiement Pégase Grand Nord 25 a pris fin cette semaine. Le déploiement du triptyque capacitaire Rafale, MRTT et A400M est venu témoigner de la détermination des Alliés à faire face à toute menace ou agression extérieure. Au-delà de ce déploiement, il s'agissait de montrer la réactivité du dispositif, notamment par la mise en œuvre du concept ACE, Agile Combat Employment de l'OTAN, en étroite coordination avec les forces aériennes suédoises. Il s'agissait aussi de montrer l'interopérabilité immédiate entre un dispositif ponctuel, déployé rapidement depuis l'Hexagone, et les dispositifs permanents de l'OTAN sur le flanc Est. Ainsi, des séquences de frappes simulées ont pu être réalisées au profit de troupes suédoises ou du bataillon multinational de l'OTAN en Estonie, prouvant toute la cohérence et la redondance du dispositif. En Europe orientale maintenant, avec les alliés polonais puis croates, la mission a pu coopérer étroitement
au profit de la protection de la population européenne. Cette solidarité et la cohésion, travaillée quotidiennement entre les forces aériennes européennes, est essentielle pour l'efficacité opérationnelle. Donc au bilan Pégase Grand Nord, c'est plus de 250 heures de vol et une centaine de sorties aériennes. 7 nations rencontrées au sol ou dans les airs, Suédois, Polonais, Croates, bien sûr, mais aussi les Britanniques, les Finlandais et les Estoniens, ainsi que des Italiens. On passe maintenant à l'exercice Iron Spear. Du 27 avril au 4 mai, les cavaliers du bataillon multinational de l'OTAN basé en Estonie ont participé à cet exercice qui était organisé par le bataillon multinational de l'OTAN en Lettonie. L'édition 2025 de cet exercice annuel a réuni des détachements de cavalerie des différents bataillons multinationaux stationnés dans les pays baltes et en Pologne. Donc, ils sont venus du Canada, de Pologne, d'Italie, de Norvège, de Suède, de France, du Royaume-Uni ou encore d'Allemagne. Iron Spear 25, c'est donc une compétition de tir sous forme de manœuvre blindée qui renforce la cohésion et l'esprit de compétition entre les alliés sur le flanc est de l'Europe. Enfin, en Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a réalisé cette semaine l'exercice Eagle City sur le camp militaire de Chinku. Cette manœuvre de combat d'infanterie en zone urbaine était appuyée par le segment drone du bataillon armé par les soldats luxembourgeois et belges. Cet entraînement a permis de renforcer l'intégration du drone dans le cadre du combat interarmes. On passe à la zone Atlantique Nord, où la France déploie de manière permanente des bâtiments de la Marine nationale, notamment dans le renforcement de la défense des approches maritimes de l'Alliance. En Suède, une frégate française a mené cette semaine un entraînement bilatéral de lutte anti-sous-marine avec la corvette suédoise Sundsvall. Ainsi, les deux bâtiments se sont entraînés à détecter et suivre une cible simulant un sous-marin hostile et ont renforcé à cette occasion leur capacité à opérer ensemble dans un environnement complexe. Cet entraînement franco-suédois illustre le dynamisme et la coopération entre la France et la Suède, ainsi que la volonté commune des deux alliés à sécuriser la façade nord-est de l'Europe. Par ailleurs, au large des côtes écossaises, une frégate française intégrée au Task Group maritime permanent de l'OTAN, le SNMG-1, qui a participé du 3 au 23 mai à l'exercice américain de défense antimissile Formidable Shield 25. Cet exercice, organisé par la 6e flotte américaine et conduit par Strike Force NATO, vise à renforcer l'interopérabilité des marines alliées dans la lutte antiaérienne et antimissile. La France, aux côtés de 9 autres marines de l'OTAN, contribue à Formidable Shield 25 au sein d'une force maritime composée de 15 bâtiments et près de 3000 militaires. Ces exercices récurrents sur le flanc est et d'un haut niveau de complexité contribuent directement à la capacité des alliés à faire face à tout type de menaces et d'assurer la défense des approches maritimes de l'Europe. Passons à la Méditerranée, où le chasseur de mines tripartite Lyre et le bâtiment et de soutien et d'assistance métropolitain Seine de la Marine nationale contribuent à la posture permanente et réactive de l'Alliance dans la zone. Donc, le chasseur de mines Lyre, intégré au Task Group permanent de guerre des mines de l'OTAN en Méditerranée, donc c'est le SNM-CMG2, a rejoint les îles Baléares afin de prendre part à l'exercice de déminage Spanish Minex du 5 au 16 mai. De son côté, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine, après une escale à Nauplie en Grèce, a réalisé un exercice maritime avec la marine grecque. Par ailleurs, dans le sud de l'Europe, le patrouilleur de haute mer commandant Blaison participe à l'opération Irini en Méditerranée centrale. Donc, je vous rappelle, cette opération lancée le 31 mars 2020 par l'Union européenne, elle s'appelle l'opération EUNAVFOR Med Irini et vise à faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye. On passe maintenant au soutien militaire à l'Ukraine, puisque dans le cadre de la mission d'assistance militaire européenne EUMAM, les armées françaises poursuivent les formations au profit des forces armées ukrainiennes. En France, la formation initiale de fantassins et de sapeurs ukrainiens a débuté ce mois-ci, tandis qu'en Pologne, le stage de formation des chefs de groupe ukrainiens se poursuit avec l'intégration dans leur formation des menaces drones et de la prise en charge des blessés. Ces formations répondent aux besoins exprimés par le partenaire et témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. On passe maintenant au Liban, où les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL poursuivent les patrouilles. Donc, du 24 au 26 avril, les militaires français de la FCR ont conduit l'opération Pelvoux 2 en appui et en collaboration avec les forces armées libanaises.
ils ont mené des actions de dépollution de zones pouvant contenir des munitions non exposées et menant à la découverte de caches d'armes. Cette action conjointe témoigne de l'efficacité de la coopération militaire franco-libanaise et illustre l'engagement de la FCR pour soutenir les populations du Liban. On passe maintenant à l'Irak où les rafales de la base aérienne projetée au Levant continuent d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre les résurgences de Daesh. En parallèle, les Rafales ont réalisé une mission d'entraînement avec les F-16 et les contrôleurs aériens des forces jordaniennes. Ces vols de Partnership Integration ont permis un échange privilégié avec la Jordanie, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre les deux nations. On passe maintenant à la zone Afrique, avec le golfe de Guinée où le patrouilleur de haute mer commandant Ducoing patrouille actuellement dans la zone dans le cadre de l'opération Corimbe pour lutter contre les trafics illicites. Son déploiement renforce la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé aux côtés des marines des pays riverains et contribue ainsi à la sécurité maritime dans cette zone. Au Gabon, maintenant, les forces armées gabonaises et le détachement de liaison interarmée gabonais, le DLIAG, réalisent un stage au combat en forêt du 28 avril au 13 juin. Ce stage, organisé en lien avec l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, la PERN, comprend une cinquantaine de stagiaires de l'École nationale de formation des officiers de Mandilou. Il vise à délivrer une formation sur les techniques de combat et de survie en forêt tropicale afin de renforcer les capacités des forces gabonaises dans la lutte contre le braconnage et l'orpaillage illégal. Cette activité de coopération permet de consolider le partenariat opérationnel entre le Gabon et la France, les FAG et le DLIAG, et il témoigne de l'engagement mutuel pour la protection des ressources naturelles et la lutte contre les activités illégales. On passe à la République de Côte d'Ivoire où le détachement de liaison des forces armées en Côte d'Ivoire, les FACI, s'entraînent conjointement aux opérations aéroportées dans le cadre de l'exercice 3D. Cette coopération opérationnelle comporte des phases de largage de parachutistes et de matériel, de jour comme de nuit, sur les zones d'Assini, de Yamoussoukro et de Bouaké. Par ailleurs, le déploiement de 2 Mirage 2000D cette semaine sur la base aérienne de Bouaké contribue à la montée en puissance du site dont la vocation, à terme, est d'accueillir l'aviation de combat ivoirienne. Cette activité s'inscrit dans le cadre du partenariat reconfiguré entre les deux armées et participe au renforcement de l'interopérabilité franco-ivoirienne. On passe maintenant à la zone Indo-Pacifique. Tout d'abord à La Réunion, où la lutte contre le chikungunya se poursuit. L'engagement du RSMA, donc le régiment du service militaire adapté de La Réunion, a été prolongé jusqu'à la fin de cette semaine. À Mayotte, maintenant, le bataillon de reconstruction, le BATREC, continue à conduire en moyenne 4 à 6 chantiers par semaine. Un effort particulier est porté sur le déblaiement des embâcles, contribuant indirectement à la lutte contre le chikungunya également. On passe au Pacifique Sud, où les armées françaises ont conduit du 21 avril au 4 mai l'exercice majeur Croix du Sud 25, qui portait sur l'organisation de l'assistance humanitaire et du secourisme en réponse à une catastrophe naturelle, ce qu'on appelle le HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Cet exercice à la fois interministériel, interarmé et interallié a réuni des moyens des forces armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, et des forces armées de Polynésie française, les FAPF. Il a mobilisé des unités de 18 nations partenaires dans le Pacifique et au total, ce sont plus de 2000 militaires, 13 aéronefs et 5 navires qui ont participé à cet exercice. Croix du Sud 25 a été l'occasion de mettre en œuvre la coordination des efforts en réponse aux catastrophes naturelles dans le Pacifique. Les forces françaises ont ainsi confirmé leur capacité à fédérer les acteurs militaires et humanitaires régionaux pour renforcer la sécurité dans l'Indo-Pacifique et assurer la protection des populations. On passe maintenant à la zone anti-Guyane, tout d'abord en Guyane où les armées françaises ont contribué à la sécurisation du centre spatial guyanais par l'opération interarmée Titan pour le lancement de la fusée Vega C le 29 avril. En déployant un dispositif multidomaine, les armées françaises garantissent un accès sûr et souverain de l'Europe à l'espace. Et on termine aux États-Unis où après avoir fait escale à la Nouvelle-Orléans, le groupe amphibie Jeanne d'Arc, qui est constitué du porte-hélicoptère amphibie et d'une frégate de type Lafayette, a participé du 30 avril au 4 mai à l'exercice Chesapeake 25 avec la marine américaine au large de la côte est des États-Unis. Prolongeant à terre l'action à mer, les soldats du sous-groupement tactique embarqués se sont entraînés au combat amphibie avec les Marines américains à Caen-le-Jeune. Les opérations multidomaines de haute intensité de cet exercice amphibie contribuent à la cohésion et l'interopérabilité entre les forces armées françaises et américaines.
Ces deux nations entretiennent une alliance historique de premier rang qui est mise en avant par leur capacité à combattre ensemble. On va passer maintenant à la dernière partie de ce point presse en revenant sur la mission Clémenceau 25 qui vient de se conclure. Le contre-amiral Jacques Mallard, commandant de la force aéromaritime française de réaction rapide, était déjà intervenu ici le 8 novembre dernier pour nous présenter la mission Clémenceau en amont du départ du groupe aéronaval. Instrument essentiel au service de la défense nationale, le GAN, composé de plus de 2700 marins, est rentré à Toulon le 25 avril. Au cours de ces 5 mois de déploiement opérationnel, le GAN s'est rendu plus loin qu'il ne l'avait jamais fait. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le retour d'expérience du contre-amiral Jacques Mallard au sujet de la mission Clémenceau 25 et je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je cède la parole à l'amiral. Merci Madame la déléguée. Donc je suis effectivement le contre-amiral Jacques Mallard. Je commande la force aéro-maritime de réaction rapide appelée French Strike Force qui s'occupe de fournir les états-majors pour les forces amphibies, les forces de guerre des mines et là plus particulièrement le groupe aéronaval. 5 mois donc après vous avoir présenté la mission Clémenceau 25 en novembre, je suis maintenant présent devant vous en tant que commandant du groupe aéronaval, revenu récemment à Toulon, après ce déploiement hors du commun qui nous a mené de la Méditerranée jusqu'à l'océan Pacifique, dans des mers effectivement où le groupe aéronaval n'avait jamais opéré. Ces 5 mois ont été intenses, ils ont été relativement éprouvants, mais surtout riches de beaucoup d'enseignements. Carte suivante, s'il vous plaît. Si on compare les cartes de mission, celle-ci, c'est celle que je vous avais présentée en novembre, avec celle que je vais vous présenter tout à l'heure, vous verrez que tous nos grands objectifs ont finalement été atteints et que malgré les impacts des soubresauts géopolitiques de l'actualité que vous avez tous suivis, eh bien, nous avons réussi à maintenir les objectifs grâce à la grande réactivité et la souplesse dont nous avons fait preuve. Cette adaptation démontre la détermination du groupe aéronaval, mais plus généralement de la France, à mener une mission à la fois ambitieuse, exceptionnelle, et sur laquelle maintenant je vais revenir plus en détail. Suivante, s'il vous plaît. La planche qui vous est présentée retrace notre parcours qui va donc de la Méditerranée jusqu'à la mer des Philippines. Juste pour mémoire, je vous rappelle que le groupe aéronaval était composé du porte-avions Charles de Gaulle avec son groupe aérien embarqué, composé de 22 Rafales, 2 Hawkeye et 5 hélicoptères de surveillance maritime, d'un bâtiment ravitailleur de force qui a été essentiel en matière de logistique, de 3 frégates d'escorte, chacune dédiée à un domaine de lutte. Et ces moyens ont été renforcés tout au long de notre déploiement par des détachements d'avions de patrouille maritime Atlantique 2, que ce soit en Indonésie, aux Philippines, à Singapour et à Djibouti. Des escorteurs grecs, portugais, italiens, américains, mais aussi marocains ont par ailleurs été intégrés au sein du groupe aéronaval. L'une des principales clés du succès de cette mission réside dans l'autonomie de la force navale que constitue le GAN. Cette autonomie lui confère sa capacité à agir, sa capacité à durer, face à de nombreux environnements très variés et très complexes, mais surtout une capacité à observer, détecter et collecter des informations sur toutes les zones où il est déployé. Avec l'ensemble de ces moyens, ce sont environ 2700 marins qui ont participé à ce déploiement sur des théâtres tous actifs et très complexes. Les zones dans lesquelles le groupe aéronaval s'est déployé en Extrême-Orient représentent en effet le poumon économique du monde, puisque déjà 60% du PIB mondial y transite. Elles sont vitales, car elles représentent le trait d'union entre le Pacifique et l'océan Indien, qui sera rejoint ensuite vers la Méditerranée au travers du détroit de Bab el-Mandeb. La France y compte d'ailleurs de nombreux intérêts, puisque 1,6 million de nos concitoyens y résident et presque 7000 militaires y sont stationnés en permanence. L'interconnexion des théâtres nous incite à mieux comprendre ces zones, leur environnement comme leurs acteurs. Mieux comprendre ces zones va nous permettre d'y opérer, car toute conséquence sécuritaire dans ces régions aurait des répercussions immédiates sur la sécurité et l'économie européenne. Nous avons donc affirmé et exercé durant tout ce déploiement
la liberté de navigation et de survol, conformément au droit international et la volonté de la France, son attachement à la préservation, à l'accès des espaces communs. Suivante, s'il vous plaît. Au travers de cette planche, avec ces images qui sont non exhaustives, on ne résume pas 5 mois de déploiement avec quelques slides. J'aimerais mettre en avant la dimension naturellement intégratrice du groupe aéronaval. 19 pays partenaires ont ainsi interagi avec l'ensemble de la force au cours de Clemenceau 25, selon un panel de missions très variées, allant de la sécurité maritime jusqu'aux opérations conjointes haut du spectre entre plusieurs porte-avions. Je retiendrai 3 moments clés pour cette mission. D'abord, l'exercice La Pérouse, autour des détroits de l'arc indonésien, qui a réuni 9 pays pour œuvrer ensemble autour de la sécurité maritime, au travers de scénarios très divers, comme la lutte contre les drones, le suivi de contacts d'intérêt ou la visite simulée de bâtiments suspects. Le second jalon sera l'exercice Pacifique stellaire, qui était un multi-large deck exercise avec nos partenaires américains et japonais pour réunir 3 porte-avions, un français, un américain et un japonais, et pas moins de 100 aéronefs. Ce rendez-vous a permis d'atteindre un niveau d'interopérabilité élevé dans un spectre complet d'opérations aéromaritimes. Et le dernier jalon est la 42e édition de l'exercice Varuna avec la marine indienne, un partenaire stratégique depuis 27 ans, avec laquelle, pour la première fois, le Charles de Gaulle a travaillé avec le porte-aéronef Vikrant et ses MiG-29 embarqués. Ils ont tous les deux travaillé de concert dans des opérations aéromaritimes complexes dans tous les domaines de lutte. Cette édition a réuni 11 bâtiments de surface et un sous-marin. Je n'oublierai bien évidemment pas la contribution à la sécurité de l'Europe au travers de la participation aux activités de l'OTAN comme Neptune Strike par exemple, mais aussi des vols en mer Noire pour réaffirmer, là encore, avec l'armée de l'air et de l'espace, la liberté de navigation et de survol dans cette zone contestée. Nous avons conduit des exercices bilatéraux de moins grande envergure, mais tout aussi importants, avec le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Singapour, l'Australie, la Grèce et la Turquie. Et enfin, cette mission aura permis de valider de nouveaux points d'appui. Lombok en Indonésie et Subic Bay aux Philippines pour le porte-avions, mais aussi Darwin en Australie et Okinawa au Japon pour le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier. Clemenceau 25 est une mission exceptionnelle. Exceptionnelle par ses enseignements, mais aussi par le renseignement qu'elle a permis de collecter. Les enseignements sont nombreux. D'abord sur notre capacité à travailler ensemble, mais aussi sur la volonté d'œuvrer collectivement avec les pays partenaires qui partagent nos valeurs. Ce déploiement est aussi essentiel par l'importance du renseignement collecté dans les zones inédites. L'ensemble des informations récoltées sont le reflet des capacités de nos bâtiments de premier rang, mais elles ont été cette fois-ci augmentées pour la première fois par la présence de data hubs embarqués, véritables data centers au cœur de nos bâtiments et de nos aéronefs. Ces DHE, pour data hub embarqués, ouvrent des perspectives excessivement prometteuses, aussi bien pour rejouer les phases de la mission via les données connectées, mais aussi pour améliorer nos capacités de détection et développer de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre notre environnement. La présence permanente durant la mission de personnel réserviste issus du monde de la donnée de l'entreprise civile a contribué à franchir de nouvelles étapes qui permettent en outre une appropriation par les marins d'active de cet outil formidable. Suivante, s'il vous plaît. Je voudrais conclure donc en rappelant que Clemenceau 25 aura été une mission singulière pour le groupe aéronaval, singulière par sa physionomie et singulière aussi par la diversité des actions qui ont été menées. Singulière aussi par les multiples partenariats qui ont été renforcés tout au long de ce déploiement. Il faut se confronter physiquement à une zone pour la comprendre. Il faut y aller pour développer une confiance mutuelle avec ses partenaires et être capable, in fine, d'y opérer. Clemenceau 25
s'inscrit pour conclure dans la prolongation des missions précédentes, que ce soit les missions conduites par la Marine nationale avec les FREMM Bretagne et Lorraine, mais aussi les missions Pégase conduites par l'armée de l'air et de l'espace. En approfondissant notre connaissance de cette zone, en tirant à chaque fois de nombreux enseignements, Clémenceau 25 permet à la fois de préparer de futurs déploiements des armées françaises dans la zone stratégique de l'Indo-Pacifique, mais aussi de renforcer la place de la France dans un environnement géopolitique volatile où les partenariats se nourrissent de nos engagements. Je vous remercie. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Amiral, deux petites questions rapides. Première question au niveau de la durée d'engagement du groupe aéronaval. Vous avez fait donc référence à 5 mois de déploiement. Ça fait partie des missions les plus longues de la mission Clémenceau, de manière générale. Si vous pouvez nous rappeler ça. Et d'autre part, quels ont été les défis que vous avez dû relever, notamment pour le ravitaillement, à la fois bien sûr des personnels, mais aussi bien sûr des appareils s'il y avait besoin de pièces détachées. Merci à vous, amiral. Donc sur la première question, vous savez bien sûr que ce n'est pas la longueur qui compte. Ce n'est pas le plus long déploiement que le porte-avions a connu. J'ai moi personnellement fait des déploiements un petit peu plus longs, que ce soit lors des premières opérations en Afghanistan ou durant les opérations au-dessus de la Libye. Et donc les 5 mois étaient bien denses. Je pense que si on cherche des records, c'est plus dans la distance parcourue, puisqu'on a parcouru plus de 40 000 nautiques, ce qui correspond à 2 fois le tour de la Terre. Et ça c'est un chiffre qui, je pense, donne l'amplitude effectivement de la mission, qui va donc jusque dans des zones excessivement à l'est, dans lesquelles on se déploie effectivement très rarement avec une force navale aussi conséquente. Sur le défi logistique, c'est un caractère essentiel de cette mission. En tout cas, c'est comme je vous le disais, le côté autonomie, développement de nos capacités pour durer à la mer. Pour ça, on avait un atout exceptionnel qui est le bâtiment ravitailleur de force. On a grosso modo doublé les capacités de ravitaillement à la mer embarquées sur ce nouveau type de bâtiment, que ce soit en carburéacteur, en carburant de propulsion des frégates d'escorte, mais aussi en pièces détachées, en vivres et en munitions. Il faut vous dire que le BRF est devenu un deuxième capital ship compte tenu de la quantité de matériel qu'il emporte. Pour la première fois, on a déployé des ateliers modulaires à bord du bâtiment ravitailleur de force sous la forme de petits containers qui comprenaient des machines-outils et qui ont permis, avec les autres ateliers des autres bâtiments, de réaliser grosso modo un peu plus de 350 opérations de fabrication-réparation sur place. Et le bâtiment ravitailleur de force, en ayant la capacité à aller donc joindre des points d'appui comme Darwin ou Okinawa, mais aussi Singapour ou Salalah en Oman, a permis donc d'assurer ce ravitaillement dans un flux continu. Mais je ne peux pas terminer ce volet logistique sans parler du CSOA et donc l'ensemble des vecteurs stratégiques ou tactiques qui nous ont soutenus, puisque une grande manœuvre a été construite en interarmée pour pouvoir justement amener ces pièces de rechange qui ont permis de réparer les bateaux ou les avions, transporter aussi du personnel. Et donc c'est un soutien continu grâce à l'action du CSOA en interarmée, puis bien évidemment des vecteurs de l'armée de l'air et de l'espace, qui nous a permis de soutenir ce déploiement. Une petite pour la route. Est-ce que, alors l'expression est un peu osée, je l'avoue, est-ce que Clémenceau 25 a été un peu chatouillé par des marines ou des aviations étrangères, voire chinoises? Alors le terme est effectivement difficilement approprié parce qu'on ne chatouille pas un groupe aéronaval, vous imaginez. Tout au long de notre déploiement, en affirmant ce que j'ai appelé cette liberté de survol et de navigation, on est allé occuper l'ensemble de l'espace aéromaritime qui est occupable par des avions à long rayon d'action, des avions de patrouille maritime ou bien des bâtiments qui patrouillent. Il y a effectivement certaines zones, comme j'imagine vous voulez penser à la mer de Chine méridionale, où
la quantité de bâtiments, la densité fait qu'il y a eu forcément des interactions. Ces interactions étaient toujours excessivement professionnelles et particulièrement, je dirais, détachées de toute envie de nuisance, puisque à aucun moment le groupe aéronaval n'a été contraint dans sa liberté d'action. Toutes les missions qui ont été ordonnées ont pu être effectuées sans aucune entrave. Aucune agressivité. Et bonjour, Franck-Alexandre de RFI. Et en Méditerranée, on parlait d'interaction avec la Chine en Méditerranée. Qu'avez-vous pu observer de la marine russe, par exemple? Alors en Méditerranée, on ne vous aura pas échappé que quelques semaines après notre appareillage de Toulon, un changement majeur était opéré à l'est en Syrie, puisque le régime syrien a basculé sur une insurrection, puis un nouveau régime. L'activité qui en a suivi était essentiellement orientée sur justement la collecte de renseignements, l'observation. À un moment, il n'a été question d'interférer. Et donc, on a pu observer la réaction de l'ensemble des marines qui sont déployées dans l'est de la Méditerranée, et en particulier la marine russe. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui sont, je dirais, propres aux opérations, mais la marine russe reste présente en Méditerranée avec des facilités logistiques qui sont visiblement moindres. Et donc, ça a fait partie de nos missions que d'observer justement les réactions de la marine russe en Méditerranée. Si je peux me permettre, je vous poserai bien une petite question. Je vous en prie. Après cette mission un peu hors norme, quelles sont vos prochaines missions? Et donc le soleil ne se couche jamais sur les missions de la Marine nationale, et le groupe aéronaval ne fait pas défaut. Donc en tant que commandant de la force aéromaritime de réaction rapide, je supervise, enfin, c'est mes équipes qui sont restées à terre, qui n'étaient pas déployées, qui organisent, mais on va participer à donc l'exercice Polaris. L'exercice Polaris qui est un gros exercice de synthèse à la fois sur la défense de nos approches maritimes, mais aussi sur la guerre en mer, avec beaucoup d'innovations. On a essayé de passer beaucoup de nos expérimentations pour les mettre en œuvre durant cet exercice. Donc il y a un véritable, je dirais, trait d'union entre Clemenceau 25 et Polaris 25, puisque c'est le même organisme qui finalement fournira le commandement et qui se charge au travers du centre combat naval de l'organisation. On travaille ensuite sur les prochains déploiements du groupe aéronaval, autour en particulier de la participation à l'exercice Orion 26, qui sera un événement majeur dans la préparation opérationnelle des armées françaises, et auquel le groupe aéronaval est prévu de participer. Et puis on se tient pareil, après une petite période de régénération comme toute organisation technique un peu complexe, on se tient pareil à être déployé partout où on aura besoin du groupe aéronaval, et l'actualité est malheureusement suffisamment dense dans ce genre d'occasion pour ne rien prévoir et être toujours prêt. Merci beaucoup, Amiral. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un très bon 8 mai. Et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On reprend nos habitudes avec le jeudi à 11h.